Le 26 septembre 1999, à l'aube de ses 39 ans, Gladys s'apprête à réaliser son rêve d'enfance, se marier avec l'homme qu'elle aime. Alors qu'elle se prépare, entourée de sa famille et de ses amis, elle ne se doute absolument pas que son rêve est sur le point d'être brisé en plein vol. Ce jour, qui devait être parfait, se transforme soudain en cauchemar. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Imaginez-vous le jour de votre mariage, juste avant le début de la cérémonie, en train d'effectuer les derniers préparatifs, lorsque soudain, tout bascule dans l'horreur car quelqu'un a décidé que vous ne vivrez pas ce bonheur. C'est malheureusement ce qui est arrivé à la pauvre Gladys et je suis sûre que cette affaire va vous révolter. Mais sans plus attendre, découvrons ensemble tous les détails de cette triste affaire. C'est en République dominicaine, le 15 octobre 1960, que Gladys voit le jour. Sa mère, Anna Rosario, est mère célibataire, elle élève seule ses 4 enfants, 3 filles dont Gladys et un garçon. La famille est modeste, mais Gladys vit une enfance heureuse. Ils sont très soudés et la petite fille est particulièrement proche de sa sœur aînée Norma. Depuis toute petite, Gladys rêve de devenir mère et de faire un beau mariage. Toutefois, connaissant la situation de sa mère, elle sait que la vie n'est pas facile. Très ambitieuse, elle aspire, une fois adulte, à trouver un bon travail afin de s'élever socialement et de pouvoir aider sa mère financièrement. En attendant, elle fait de son mieux à l'école, c'est une bonne élève, appréciée de ses professeurs et de ses camarades. C'est une petite fille joyeuse, pleine d'empathie et compatissante. Durant ses années de lycée, elle rencontre un garçon dont elle tombe très vite follement amoureuse. Gladys est sur un petit nuage. La lycéenne, qui est très débrouillarde et responsable pour son âge, fait ce qu'elle peut pour aider au domicile familial. Il n'est pas rare qu'après les cours, elle effectue des petits boulots comme du ménage pour soulager sa mère. Près d'1 an après le début de sa relation, alors qu'elle est en terminale, elle tombe enceinte. Il faut savoir qu'en République dominicaine, l'avortement est strictement interdit et pénalisé par la loi, sans exception, même en cas de viol, d'inceste ou lorsque la vie de la mère est en danger. Gladys n'a donc pas d'autre choix que de garder cet enfant à venir. Malheureusement, son petit ami, qui est également très jeune, n'accepte pas cette situation. Il ne souhaite absolument pas devenir père et n'assume aucunement son rôle dans cette grossesse. Il la quitte alors qu'elle est encore enceinte. Du jour au lendemain, il ne donne plus aucune nouvelle et disparaît totalement des radars. Malgré sa situation, elle parvient tout de même, à la fin de ses 17 ans, à obtenir son bac. Quelques mois plus tard, à 18 ans, elle donne naissance à un petit garçon qu'elle prénomme Davis. Bien qu'elle rêve d'aller à l'université, la jeune mère célibataire abandonne ses études pour s'occuper de son petit garçon. Sa situation, loin de l'abattre, l'a au contraire rendue encore plus déterminée à réussir et à s'élever socialement. Elle n'a dorénavant qu'un seul objectif en tête: offrir la meilleure vie possible à son fils. C'est durant cette période que sa sœur aînée, Norma, quitte la République dominicaine pour tenter sa chance aux États-Unis. Elle réussit à s'installer à New York avec ses 2 filles. Gladys, qui a toujours admiré sa grande sœur, commence alors à envisager de faire comme elle et de saisir elle aussi une perspective de vie aux États-Unis. Elle sait que là-bas se trouvent de nombreuses opportunités et qu'elle pourrait gagner plus d'argent et ainsi offrir une plus belle vie à son petit garçon Davis. Pendant des années, avec cet objectif en tête, elle met de côté le plus d'argent possible. Elle travaille et fait de grands sacrifices afin de partir rejoindre sa sœur et tenter aussi sa chance. En 1983, à 22 ans, après 4 ans d'économie, elle a réussi à réunir suffisamment d'argent pour partir aux États-Unis. Malheureusement, une fois là-bas, elle sait que ce ne sera pas une partie de plaisir, qu'elle va devoir énormément travailler et qu'elle ne pourra pas s'occuper au mieux de son fils. Elle décide donc, à contre-cœur, de laisser son petit garçon, qui a désormais 4 ans, temporairement chez sa mère, le temps de se faire une situation. Une fois arrivée sur le sol américain, elle s'installe à Manhattan chez sa sœur Norma.
Déterminée, elle apprend l'anglais et trouve rapidement un emploi en tant que femme de ménage. Parallèlement, elle s'inscrit à l'université pour y suivre des cours de comptabilité. Gladys travaille dur, elle est résolue à réaliser ses rêves. Il lui faudra 4 ans pour stabiliser sa situation et mettre suffisamment d'argent de côté. En 1987, elle peut enfin ramener son petit garçon avec elle. Elle vit désormais avec Norma, sa sœur, ses 2 nièces et son petit garçon Davis qui a désormais 9 ans. En 1990, à 30 ans, parallèlement à ses études, elle trouve un emploi dans une agence de voyage située à Manhattan. Elle est ravie, son travail se trouve non loin de chez elle, elle y est très appréciée. Son fils, quant à lui, s'est bien intégré à la vie new-yorkaise, il est à présent au collège et a plein de copains. Grâce à son sérieux, elle obtient son diplôme universitaire. Après cela, elle est promue responsable des comptes fournisseurs au sein de sa boîte. Elle a l'impression de toucher son rêve du doigt, tout semble lui sourire. Cependant, la seule chose qui lui manque, c'est de trouver l'amour. C'est en 1992, en prenant le métro new-yorkais, que Gladys, qui a désormais 32 ans, rencontre par hasard un certain Agustín Garcia, 40 ans. Tout comme elle, Agustín est originaire de la République dominicaine. Dans les années 60, alors qu'il était enfant, il a émigré aux États-Unis avec ses parents. La famille s'est installée à New York. Agustín a un autre point commun avec Gladys, son ambition. Depuis tout petit, lui aussi rêvait de s'élever socialement, il aspirait à devenir un illustre homme d'affaires reconnu et il y parviendra. Parti de rien, il est l'incarnation du rêve américain. Dans les années 80, il fonde une agence multiservice à Manhattan. Depuis, le succès ne le quitte plus. Avec le temps, il devient un homme d'affaires de plus en plus aguerri. Il investit dans plusieurs sociétés installées dans le New Jersey, notamment dans l'immobilier, et sa fortune ainsi que sa réputation grandissent. Agustín est un homme très exigeant et sûr de lui qui déteste l'échec. De succès en succès, il devient bientôt une figure incontournable de la communauté dominicaine de l'État de New York et du New Jersey, où il vit dans une zone résidentielle aisée. Il faut savoir que l'État du New Jersey est juste à côté de New York et plus précisément de Manhattan où Agustín a ses affaires. Généreusement, l'homme d'affaires profite de son argent et de son statut pour aider les membres de sa communauté. Il développe plusieurs associations aidant les nouveaux arrivants sur le sol américain. Il leur met à disposition une assistance juridique et administrative, ainsi qu'un pôle visant à les aider dans leur démarche auprès des services d'impôts et d'immigration. Toutefois, Agustín n'est en réalité pas totalement désintéressé puisqu'il engage de nombreux dominicains. New York abrite d'ailleurs la plus grande communauté dominicaine du pays. Il y a au sein de la ville près d'1 million de personnes originaires de la République dominicaine. C'est la communauté étrangère la plus importante de la cité. L'homme d'affaires les aide donc à s'installer, puis très souvent leur fournit un travail. Il est donc devenu une personne très respectée et reconnue de la communauté. De plus, il est aussi l'un des chouchous de la presse hispanophone, faisant l'objet de plusieurs articles où il pose aux côtés de personnalités politiques importantes. Son réseautage et son influence croissent à tel point qu'il finit par être nommé directeur exécutif de la Chambre de commerce dominicaine à New York. En parallèle de son statut au sein de la communauté dominicaine, il est également très engagé dans la lutte contre le narcotrafic, ce qui lui attire quelques ennemis parmi les malfrats latino-américains. Aussi, pour assurer sa protection, bien que la législation soit très stricte, que ce soit dans l'État du New Jersey ou celui de New York qu'il côtoie au quotidien, et sans disposer d'un permis légal pour porter une arme et posséder une arme, il ne se déplace jamais sans son revolver de calibre 38. Malgré son statut social élevé, Agustín est également connu pour être une personne gentille qui a su rester humble et accessible. Il n'a pas pour habitude de prendre les gens de haut, il est plus que respecté,
très apprécié de ses concitoyens dominicains. La seule chose qui manque au quadragénaire est une femme prête à partager sa vie. L'homme d'affaires a déjà été marié et a 2 filles. Malheureusement, il est divorcé de la mère de ses enfants, mais a réussi à obtenir la garde de ses filles. Il est donc, tout comme Gladys, parent célibataire. Comme vous pouvez vous en douter, une personne de son statut social ne prend habituellement pas le métro, mais ce jour-là, un concours de circonstances l'a conduit à se déplacer exceptionnellement en métro, comme un coup du destin, dira-t-il plus tard. L'homme de 40 ans remarque tout de suite la belle jeune femme de 32 ans et n'hésite pas à entamer la conversation avec elle. Gladys est immédiatement séduite par son charisme et son assurance. Le courant passe très vite et avant que la jeune femme ne descende à sa station, elle lui donne son numéro de téléphone. Il ne faudra pas attendre bien longtemps avant qu'il la contacte de nouveau. Il commence à lui faire la cour, l'emmène dans de beaux restaurants, lui offre des cadeaux onéreux. Pour la mère de famille qui n'a jamais vécu cela, c'est un véritable rêve. La relation devient rapidement sentimentale et ils se mettent officiellement ensemble. Gladys et Agustín nagent en plein bonheur, ils ont l'impression d'avoir enfin trouvé ce qu'ils cherchaient, l'amour. Mais pour combien de temps ? Au bout d'1 an de relation, tout va pour le mieux dans le couple. Ils ont toujours l'air d'être sur un petit nuage et ils franchissent une nouvelle étape. Agustín propose à Gladys de venir vivre avec son fils chez lui et ses enfants, ce qu'elle s'empresse d'accepter. Aux yeux de la communauté, ils forment un couple heureux à qui tout semble réussir. Chaque fois qu'Agustín se rend à une réception, à un dîner mondain, il est accompagné de Gladys qu'il présente comme sa femme. Pour Gladys, mère de 33 ans, issue d'un milieu pauvre, sa condition modeste est désormais loin derrière elle. Depuis toute petite, elle rêvait de s'élever socialement et c'est enfin chose faite. Elle profite d'ailleurs de ce nouveau statut pour aider financièrement sa famille, notamment sa sœur Norma, qu'il a hébergée pendant près de 10 ans, ainsi que sa mère. Son fils, Davis, qui a à présent 15 ans, ne manque de rien et fréquente un collège réputé. Gladys a accès à un standing de vie qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Malheureusement, contrairement aux apparences, tout ne va pas si bien au sein du couple, la cohabitation ne se fait pas sans heurts. En réalité, les filles d'Agustín ont, dès le départ, des difficultés à accepter Gladys qui se montre compréhensive et patiente. Elle sait qu'il faut parfois du temps pour être acceptée et qu'elle ne remplacera jamais la mère des filles de son compagnon. Cette situation, bien qu'inconfortable, est comprise par Gladys qui l'accepte et réussit à passer outre. Cependant, ce qui la touche particulièrement, c'est qu'elle sent que son conjoint fait des différences flagrantes et des discriminations entre ses enfants et son fils. En 1995, après 2 ans de vie commune, les choses ne se sont pas arrangées, au contraire, elle souffre beaucoup de la situation. Mais il y a un autre problème, et pas des moindres, que Gladys, désormais âgée de 35 ans, constate. Elle n'est plus sur la même longueur d'onde qu'Agustín. Elle ressent le désir d'avoir d'autres enfants et souhaite également réaliser son rêve de petite fille, se marier, tandis que l'homme d'affaires ne partage pas du tout sa vision. Il est même très agacé par ses envies et lui explique qu'il est déjà passé par là avec le mariage et que le divorce a été une épreuve douloureuse pour lui et ses filles. Il ne souhaite pas du tout revivre cela. De plus, il lui fait savoir qu'il a déjà 2 filles et qu'il ne veut absolument pas d'autres enfants. Gladys, qui pensait avoir trouvé son âme sœur, est très peinée par le refus d'Agustín de se marier et d'avoir des enfants avec elle. Pour ne rien arranger, les tensions entre les enfants deviennent de plus en plus fréquentes, ce qui divise la famille en 2 clans. Le sujet du mariage devient une source de discorde quotidienne et les disputes au sein du couple sont de plus en plus récurrentes. Et, pour ne rien arranger, l'homme d'affaires qui avait au départ tout du prince charmant devient de plus en plus autoritaire et contrôlant.
Las de cette situation, le couple en discute et décide qu'il serait peut-être mieux pour les enfants et pour eux-mêmes de vivre dans des maisons différentes. Ils ne se séparent pas pour autant et la même année, avec le soutien et l'aide financière d'Agustín, Gladys achète sa propre maison dans le New Jersey. Le couple vit donc désormais dans 2 maisons distinctes mais pas très éloignées avec leurs enfants respectifs. Mais au lieu de s'arranger, la situation empire. En effet, Agustín, qui est très séducteur, est en réalité un homme volage. Durant son histoire avec Gladys et encore plus depuis le changement de maison, il collectionne les aventures sans lendemain. Dans la communauté, les rumeurs vont bon train et lorsque la jeune femme découvre certaines de ses infidélités, elle en souffre énormément. Toutefois, Agustín trouve toujours les bons mots pour la rassurer, il s'excuse et lui dit qu'elle est la seule qu'il aime et qu'il ne la trompera plus. Cependant, toutes ces trahisons finissent par la transformer. La confiance est brisée, elle qui était de nature si joyeuse et positive, s'éteint progressivement. Elle pleure fréquemment et cela n'échappe pas à ses proches. Sa famille commence à s'inquiéter, ne sachant pas vraiment ce qu'il se passe dans l'intimité du couple. Dans un premier temps, il pense que sa déception vient du fait que son compagnon refuse toujours de l'épouser malgré les années passées ensemble. Finalement, elle se confie à sa sœur Martha et lui raconte qu'au-delà du refus de l'épouser, il y a également de nombreuses infidélités. Mais elle lui révèle aussi que son petit ami devient de plus en plus contrôlant et possessif. Les disputes se multiplient avec le temps et deviennent de plus en plus violentes. Gladys est terrorisée et n'ose plus l'affronter. Un jour, en 1998, il va même jusqu'à pointer une arme sur elle. Terrifiée, elle se réfugie alors dans la salle de bain en attendant que l'orage passe. Comme toutes les autres fois après l'altercation, il s'excuse, il dit qu'il l'aime et qu'il regrette, et comme d'habitude, elle lui pardonne. Tout bascule lorsqu'un jour, après 6 ans de relation, à la fin de l'année 1998, Gladys lui rend visite à l'improviste à son bureau. Là, c'est un terrible choc. Elle le découvre dans une situation inappropriée et extrêmement gênante avec une jeune femme de 25 ans. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Elle décide fermement de le quitter définitivement. La coupe est pleine, elle est déterminée à ne plus céder à ses belles paroles ni à ses menaces et ne souhaite plus le voir. Sa famille et son fils Davis, qui a maintenant 20 ans, sont également très en colère contre Agustín et ne veulent plus entendre parler de lui. Ils sont soulagés de savoir Gladys libérée de son emprise. Seulement, l'homme d'affaires ne voit pas les choses ainsi. Il n'est pas prêt à la laisser partir aussi facilement. Il décide de tout mettre en œuvre pour la faire changer d'avis. Il ne cesse de l'appeler, de lui envoyer de nombreux cadeaux et se présente souvent à la sortie de son travail, mais Gladys est formelle, tout est fini entre eux. Après quelques mois difficiles, en mars 1999, lors de l'une de ses pauses déjeuner dans un restaurant près de son lieu de travail, Gladys fait la connaissance de James Preston. C'est un Dominicain de 40 ans qui travaille tout comme elle dans le domaine de la comptabilité. C'est un homme jovial qui a une âme d'artiste. Il est passionné de musique et y consacre d'ailleurs tout son temps libre. Le coup de foudre est immédiat et ils commencent à se voir régulièrement. James est très attentionné et prévenant avec Gladys. Il est très gentil et lui apporte un vent de fraîcheur, une légèreté dont elle avait vraiment besoin depuis sa séparation avec Agustín. Gladys, désormais âgée de 38 ans, a l'impression d'avoir enfin trouvé l'homme qu'elle attendait, celui avec lequel elle va pouvoir faire sa vie, se marier et fonder une famille. Après toutes ces années passées avec Agustín, qui a toujours refusé de l'épouser, qui l'a trompée régulièrement et se montrait de plus en plus possessif et menaçant, elle a l'impression de vivre un rêve. De plus, James est très apprécié et rapidement accepté au sein de la famille de la trentenaire. Tout le monde est heureux de la voir si épanouie
après toutes ces épreuves. Au bout de 2 mois de relation, tout va très vite et James la demande en mariage. Gladys accepte pour son plus grand bonheur ainsi que celui de ses proches. Depuis des années, elle avait réfléchi à son mariage, elle regardait souvent des magazines sur la thématique et avait déjà une idée précise de ce qu'elle voulait pour ce jour si particulier. Tout le monde se met à préparer cet événement grandiose et la date est fixée au 26 septembre 1999. Cependant, Agustín, de son côté, n'a toujours pas renoncé à récupérer Gladys. Depuis leur séparation, il la harcèle, multiplie les appels et se met à la suivre. Durant certaines nuits, il se gare même devant chez elle pour la surveiller. Il passe des heures à l'observer, notant les plaques d'immatriculation de tous les véhicules qui passent près de chez elle. Dans un premier temps, Gladys ignore complètement qu'Agustín la traque ainsi. Ce sont ses voisins qui ont remarqué sa voiture garée dans la rue de plus en plus souvent, avec lui restant au volant. Le 12 août 1999, un mois avant leur mariage, alors qu'elle est tranquillement à la maison avec James, en train de profiter d'une soirée en amoureux, Agustín se présente à la porte de la jeune femme. Il exige de rentrer, mais elle refuse, lui rappelant que tout est désormais fini entre eux. Elle lui demande de partir avant de refermer la porte. Agustín entre alors dans une colère noire. Il ramasse des pierres qu'il jette sur les fenêtres. Choquée et se sentant menacée par le comportement violent de son ex, Gladys appelle la police qui ne tarde pas à arriver. Il est immédiatement arrêté, mais finalement, elle décide de ne pas porter plainte. Elle ne veut pas se lancer dans de telles procédures, ni lui faire risquer une condamnation. La seule chose qu'elle souhaite, c'est qu'il la laisse tranquille afin qu'elle puisse vivre sa vie librement et se marier tranquillement avec James. Néanmoins, après cet épisode, Gladys devient très nerveuse. Agustín ne semble pas vouloir la laisser tranquille et la situation devient de plus en plus inquiétante. Elle est terrifiée et se confie à certains de ses proches « Si un jour il m'arrive quelque chose, ce sera sa faute ». Malgré tous ces tracas, le jour censé être le plus beau jour de sa vie, le 26 septembre 1999, le jour du mariage, arrive. Ce jour-là, toute la famille ainsi que ses amis sont chez elle avec le photographe pour la préparation de la mariée. C'est un moment de pur bonheur, Gladys est aux anges, elle est magnifique dans sa belle robe blanche. À bientôt 39 ans, elle réalise enfin ce rêve de petite fille. Comble du bonheur, sa mère qui vit toujours en République dominicaine a fait le voyage pour être auprès d'elle. Gladys est entourée de tous les gens qu'elle aime, elle est sur un petit nuage. Pendant que la mariée finit de se préparer et prend quelques photos pour immortaliser ce moment de joie, James attend, tout excité, sa future épouse à l'église avec sa famille. Pour cette belle occasion, ils ont loué 2 limousines qui doivent conduire la mariée dans une église du Queens. Davis, qui a désormais 21 ans, est ravi de voir sa mère si heureuse. Cependant, alors que les préparatifs battent leur plein dans la joie et la bonne humeur, une voiture s'avance lentement devant la maison de la mariée. C'est Agustín. Il se gare et sort de la voiture avec une mallette. Immédiatement, Juan, le frère de Gladys qui se trouve sous le porche de l'entrée, l'interpelle en lui demandant froidement « Mais que fais-tu ici? Tu n'es pas censé être là ?» Agustín lui répond calmement que tout est ok et qu'il est invité. Juan est perplexe, il n'est pas au courant de tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. Pour lui, il s'agit juste de l'ex de longue date de sa sœur, il ne se doute pas un seul instant du drame à venir. Agustín entre alors dans la maison, suivi de près par Juan. Tandis que Gladys est en train de distribuer les bouquets aux demoiselles d'honneur sous l'objectif du photographe, Agustín ouvre sa mallette en silence, sort son revolver de calibre 38 et se met à tirer. C'est la panique générale, tout le monde se met à crier et à courir. 5 coups de feu retentissent. Juan, comprenant immédiatement la gravité de la situation, saute sur lui. Une violente lutte s'engage entre eux. Agustín crie, hurle qu'on le laisse tranquille et qu'il veut mettre fin à ses jours. Davis, le fils de Gladys, se joint à son oncle et tous les deux se lancent dans une lutte effrénée contre Agustín.
La police est appelée et les agents arrivent rapidement sur les lieux. Dehors, c'est le chaos. Les gens sont éparpillés, courent dans tous les sens et des femmes et des enfants pleurent. Ils pénètrent dans la maison et trouvent Davis et son oncle Juan en train d'immobiliser Agustín. Le tireur est aussitôt arrêté. Malheureusement, la pauvre Gladys a été mortellement touchée. Elle a reçu 3 des 5 balles tirées. Une dans le bras, une dans la colonne vertébrale et une dans la tête. Les secours ne peuvent rien faire. Elle est déclarée morte sur place. Bouleversée, sa mère Ana Rosario est conduite à l'hôpital où elle est mise sous traitement. C'est le choc et la consternation pour tous. Rapidement, les premiers journalistes arrivent sur place pour couvrir l'affaire. Pendant ce temps, sur le parvis de l'église, James, qui ne se doute de rien, attend toujours sa future épouse. Il se dit qu'elle prend simplement plus de temps que prévu pour se préparer. Lorsqu'il apprend la terrible nouvelle, il s'effondre. Le plus beau jour de sa vie devient soudain le pire. Après son arrestation, Agustín est conduit au commissariat où il est interrogé. Les policiers cherchent à comprendre ce qui a pu se passer, qu'est-ce qui a poussé cet homme d'affaires respecté et prospère à tuer son ex-petite amie le jour de son mariage. Il retrouve des munitions dans ses poches et l'enquête commence. Les images des photographes sont saisies. Interrogé, Agustín affirme qu'il ne savait pas que Gladys se mariait ce jour-là. Selon lui, il avait décidé à l'improviste de venir la voir et il avait été surpris de voir des gens si bien habillés en arrivant. Il raconte ne se souvenir de rien après être entré dans la maison. Il affirme ne pas avoir voulu faire de mal à Gladys et dit qu'il l'aimait beaucoup, qu'elle était sa femme. Mais les enquêteurs n'y croient pas un seul instant et lui mettent la pression. Au bout de quelques minutes, il avoue avoir bien tué Gladys et se sentir très mal à ce propos. Après ses aveux, il est aussitôt incarcéré dans l'attente de son procès. Le lendemain, le 27 septembre 1999, il passe devant le juge pour son audience préliminaire. Il est accusé de meurtre, de possession d'armes illégales et de mise en danger de la vie de mineurs et d'autrui. Il plaide non coupable. Le juge fixe sa caution à 5 millions de dollars. 4 jours plus tard, le 1er octobre, alors que Gladys aurait dû vivre une belle lune de miel, ses proches lui disent un dernier adieu. C'est dans sa robe de mariée ensanglantée qu'elle repose. Après la cérémonie à laquelle de nombreuses personnes assistent, son corps est rapatrié en République dominicaine où elle est enterrée devant ses proches et la famille de James. Tout le monde est très ému et James est complètement abattu. Cette affaire, en raison du statut d'Agustín dans la communauté dominicaine de l'État de New York et du New Jersey, devient rapidement un phénomène médiatique en République dominicaine. Les avocats d'Agustín ouvrent les hostilités dès le début du processus judiciaire, lors des différentes conférences de presse et n'hésitent pas à ternir la réputation de Gladys. Ils utilisent tous les stratagèmes possibles pour présenter leurs clients davantage comme une victime que comme un coupable. Ils commencent par affirmer que Gladys n'était pas, contrairement aux apparences, la femme bien qu'elle semblait être. Selon eux, elle jouait un double jeu. Alors qu'elle était sur le point de se marier avec James, elle fréquentait toujours Agustín, qui lui ne se doutait de rien. La défense ne recule devant rien, quitte à salir la mémoire de la pauvre Gladys. Ils se servent des médias et de l'opinion publique pour brosser un portrait peu élogieux de la victime. Le juge ordonne alors l'interdiction d'effectuer des conférences de presse sur l'affaire jusqu'à la fin du procès. Malheureusement, le mal est déjà fait et certains croient en cette version des événements. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il avait une très bonne réputation dans la communauté et nombreux sont ceux qui refusent de croire qu'il pourrait être un tueur de sang-froid. Plusieurs groupes s'organisent brandissant des pancartes afin de le soutenir. Toutes ces accusations et ces sous-entendus furent une épreuve très douloureuse pour la famille de Gladys qui a vu l'honneur de leur fille, sœur, mère et future épouse sali ainsi dans la presse après s'être fait froidement assassiner.
C'est 2 ans plus tard, en octobre 2001, que s'ouvre finalement son procès. Agustín, qui a désormais 49 ans, garde la même posture. La défense le présente comme un homme ayant beaucoup souffert car il avait été trompé par celle qu'il aimait. Il était lui aussi une victime dans cette tragédie. Il voulait juste mettre fin à ses jours en découvrant qu'elle était sur le point de se marier. C'est pourquoi il avait une arme, bien qu'il n'ait pas de permis. Mais il avait été attaqué par Juan et Davis, qui avaient mal interprété la situation. Puis, en cherchant à se défendre, le drame a eu lieu, les coups de feu sont partis, sans intention de toucher Gladys. Tout ceci n'était donc pas un meurtre, mais un malheureux homicide involontaire. Ses avocats certifient qu'Agustín avait été aveuglé par sa jalousie et ses émotions, et c'est cela qui avait conduit au drame. Pour appuyer leur dire, comme quoi ils étaient en couple, ils présentent des images de surveillance prises dans une supérette de nuit, 2 jours avant le drame, aux alentours de 2 heures du matin. On voit l'accusé passer son bras autour de l'épaule de la jeune femme, qui marche, les bras croisés, et se pencher vers elle. Agustín vient ensuite témoigner à la barre. Il assure qu'il aimait Gladys et qu'ils étaient ensemble et qu'il était dans un état de choc et de confusion après avoir appris qu'elle se mariait. Il raconte par ailleurs avoir eu plusieurs relations sexuelles avec elle les semaines précédentes, le 12 mai. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'État du New Jersey, là où l'affaire est jugée, l'homicide involontaire est puni d'une peine assez légère allant de 5 à 10 ans de prison. Devant ce plaidoyer, l'accusation décide de montrer la bande vidéo de 10 minutes filmée juste avant le drame par le caméraman engagé pour le mariage. Sur les images, on peut voir que, contrairement à ce qu'affirme la défense, Agustín n'avait absolument pas été attaqué avant de tirer. Il avait volontairement tiré sur son ex-petite amie. Pour l'accusation, il s'agit clairement d'un meurtre de sang-froid. Agustín considérait Gladys comme sa propriété, il n'a pas supporté qu'elle le quitte et qu'elle refasse sa vie, alors il l'a froidement abattue le jour de son mariage. Le 23 octobre 2001, il est déclaré coupable de toutes les accusations et condamné à perpétuité avec une peine de sûreté de 30 ans. C'est un énorme soulagement pour la famille de Gladys. Touchée par l'histoire de Gladys, Josie Ashton, une femme née en République dominicaine et vivant à Miami, lance une initiative qui va rapidement prendre de l'ampleur. Son objectif est de sensibiliser les victimes de violences domestiques et de leur offrir un accompagnement et un soutien. Lors d'un marathon, elle défile en robe de mariée. L'effet est tel que, depuis, chaque année, s'organise la marche des mariés durant laquelle de nombreuses femmes manifestent contre les violences conjugales en robe de mariée. Cette marche continue depuis plus de 2 décennies dans plusieurs villes des États-Unis. Agustín, quant à lui, n'a pas accepté sa condamnation et a fait de nombreux appels. Il s'en est pris à l'authenticité de la vidéo qui avait été prise le jour du mariage, dans laquelle on le voyait clairement tirer sur Gladys. Il a également affirmé à plusieurs reprises que ses avocats ne lui avaient pas fourni une assistance efficace, notamment car il n'avait pas demandé que la vidéo l'incriminant soit expertisée. Il a ensuite accusé le procureur et la police d'avoir intentionnellement altéré la vidéo car dans une partie de celle-ci, il n'y avait plus de son. Son dernier appel date de 2021 et a lui aussi été refusé. Aujourd'hui, Agustín est toujours en prison où il purge sa peine. Il pourra prétendre à une libération conditionnelle en 2031 après avoir purgé 30 ans. Cependant, il n'est pas certain que celle-ci lui soit accordée. Désormais, il affirme s'être tourné vers Dieu et raconte prêcher la bonne parole en prison. C'est une affaire particulièrement triste que je vous ai présentée aujourd'hui. La pauvre Gladys pensait vivre le plus beau jour de sa vie, son rêve de petite fille. Malheureusement, l'ego et la jalousie d'un homme ont stoppé son rêve en plein vol. Agustín était un homme puissant et respecté à qui tout réussissait. Je pense qu'il n'a simplement pas supporté que Gladys le quitte
et a décidé que si elle n'était pas avec lui, elle ne serait avec personne. C'était pourtant lui qui avait toujours refusé de se marier, d'avoir des enfants avec elle, et c'est également lui qui l'a trompée durant toute la durée de leur relation. Pendant plusieurs années, la pauvre Gladys était sous son emprise. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais peut-être que la situation financière avantageuse que son couple avec Agustín lui offrait a pesé dans la balance, l'incitant à accepter cette relation par crainte de perdre son nouveau statut. Rappelez-vous que c'est également grâce à lui qu'elle a pu s'offrir une maison lorsqu'ils ont décidé de ne plus vivre ensemble. Elle était dépendante de lui et il s'assurait de rester indispensable. Cependant, après ses multiples infidélités et son comportement violent, lorsqu'elle a décidé de passer à autre chose et qu'elle rencontrait un homme qui l'aimait et était prêt à s'engager avec elle, au moment où elle était sur le point d'être enfin heureuse, il ne l'a pas supporté. Comme je vous l'ai dit, c'était un homme à qui tout réussissait, respecté et influent au sein de sa communauté. Je ne pense pas que beaucoup de personnes osaient lui dire non. Il se sentait au-dessus des autres, au-dessus des lois, comme en témoigne le fait qu'il portait toujours un revolver sur lui malgré l'absence de permis. Il n'aimait sûrement pas Gladys, mais son ego et son narcissisme étaient trop importants. Il la voyait comme sa possession et n'a pas hésité à la tuer devant toute sa famille le jour de son mariage. Et comme si cela ne suffisait pas, afin de préserver son image et d'atténuer sa responsabilité, il n'a pas hésité à salir sa mémoire après sa mort. C'était un menteur et un manipulateur affichant un visage public bien différent de ce qu'il était réellement. L'image qu'il renvoyait était d'ailleurs si bonne que certains, au début, se sont rangés de son côté pensant qu'il n'était qu'une victime dans cette affaire. Agustín, lors de son procès, affirmait qu'ils étaient toujours en couple. Personne n'y croyait, d'autant plus que toute la famille de Gladys, notamment sa sœur Norma, à qui elle se confiait, était au courant et soulagée de leur séparation. Ils savaient que la pauvre femme était terrorisée par lui. Tous ses proches savaient qu'un jour, lors d'une dispute, il l'avait menacée avec son arme. Toutefois, il y a cet enregistrement de vidéosurveillance qui les montre dans une supérette en pleine nuit. Dans cette vidéo, on voit Agustín passer son bras autour de l'épaule de Gladys quelques instants avant qu'ils ne se séparent. On remarque qu'elle a les bras croisés, ce qui dénote une attitude fermée. Il semble que ce soit lui qui prenne l'initiative de l'enlacer. D'ailleurs, lorsqu'il marche, on voit qu'il se penche clairement vers elle. Suite à cette vidéo, certains ont commencé à douter. Personnellement, je ne pense pas qu'ils étaient encore ensemble. On sait qu'Agustín l'a harcelée depuis leur séparation, se postant devant chez elle. Peut-être que cette nuit-là, elle était sortie acheter quelque chose à la supérette du coin et qu'il l'a suivie, profitant de cette occasion pour la rejoindre. Il est possible qu'elle n'ait pas osé, étant seule face à lui, lui demander de retirer son bras de son épaule. Cela me paraît plausible, d'autant plus qu'elle était terrifiée par lui. Elle avait exprimé sa peur à sa famille en disant « Si jamais il m'arrive quelque chose, ce sera de sa faute ». N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Agustín est actuellement en prison malgré ses nombreux appels et y restera au moins jusqu'en 2031 lorsqu'il sera éligible à une libération conditionnelle. Pensez-vous que 30 ans de détention sont suffisants ou devrait-il rester en prison jusqu'à sa mort? J'ai une pensée pour toute la famille de Gladys, notamment son frère et son fils, qui ont arrêté Agustín, mais trop tard. Je n'ose imaginer leur peine étant aux premières loges de ce drame. J'espère que Gladys repose aujourd'hui en paix pour l'éternité. Malgré la tristesse de cette affaire, j'espère que vous avez apprécié la façon dont je vous l'ai présentée. Merci à tous ceux encore présents à la fin de cette vidéo et si c'est votre cas, vous pouvez me le notifier en inscrivant Gladys dans les commentaires. Si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire criminelle sur la chaîne, mais jusque-là surtout, restons prudents!